Prothèse de genou, prothèse de hanche, c'est peut-être la solution pour que vous puissiez garder votre autonomie. On en parle tout de suite avec mes invités. La prothèse totale de hanche est l'une des interventions chirurgicales les plus pratiquées en France, avec 150 000 interventions par an. 12% des seniors souffrent d'arthrose, genoux, hanches, problèmes récurrents chez les seniors. On en parle tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Tarek Alaeddine. Vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue, spécialiste du genou. Le docteur Alexis Nogier. Vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue et spécialiste de la hanche, vous. Claudine Després, vous êtes avec nous sur le plateau pour témoigner aujourd'hui. Vous allez nous parler de vos genoux. Peut-être vos genoux, Claudine. Et Claude Hérol, vous allez nous parler de vos hanches. Mais d'abord, on va se tourner vers Claudine. Alors Claudine, vos genoux, racontez-nous un peu votre parcours. Bien, écoutez, j'ai commencé par aller voir un rhumatologue parce que j'avais des douleurs du genou et j'ai eu des traitements anti-inflammatoires, des crèmes à mettre sur le genou parce qu'il était un peu gonflé. Et puis je me rendais compte que les douleurs étaient toujours là. Alors ensuite, je suis allée consulter un orthopédiste qui m'a conseillé de mettre dans un premier temps des semelles orthopédiques dans mes chaussures, que ça me soulagerait le genou. Et en fait, les douleurs existaient toujours. Donc, je me suis tournée vers un spécialiste du genou. Et c'est comme ça que vous vous êtes fait poser votre première prothèse de genou. Ça, c'était en 2014, c'est ça? Oui. Voilà. Ça a bien marché? Très bien. Très, très bien. J'ai complètement oublié que j'ai des prothèses de genou. On peut remarcher... courir, faire du sport. Donc c'était tellement bien en fait qu'après vous en êtes fait poser une seconde, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Et aujourd'hui tout va bien, vous n'avez jamais regretté? Tout va bien, j'ai jamais regretté, j'ai complètement oublié que j'avais des prothèses de genou. Même et pour n'importe quel type d'activité? Pour n'importe quel type d'activité, voilà. Vous n'avez pas peur de faire du sport, de faire des choses? Non, non, il y a juste quand je monte plutôt sur un escabeau, je me dis tiens, fais attention de ne pas tomber. J'ai des prothèses, mais c'est tout. Est-ce qu'on a raison, docteur Alaeddine, d'avoir peur de se faire mal quand on a une prothèse? Finalement, la prothèse, souvent, elle est plus solide que le genou elle-même, non? Tout à fait, puisqu'on a un genou qui est réparé, qui est beaucoup plus fonctionnel que le genou natif qui avait de l'arthrose. Mais je pense que c'est un ressenti tout à fait naturel. On garde une petite appréhension lorsqu'on est dans des situations qui sont peut-être considérées à risque. Vous avez employé le mot réparer. On est vraiment, et là c'est une question que je pose à l'un et l'autre, on est rentré dans le siècle de l'homme réparé. Tout à fait. Oui, c'est ça, on peut le dire aussi. Oui, oui. Le genou, comment ça marche? Complexe, le genou? Le genou, c'est complexe. En fait, c'est même 3 articulations. Le genou, de par sa situation au plein milieu du membre inférieur, nous permet de tendre la jambe, de la plier, de pratiquer les escaliers, de s'accroupir, de se relever. Et effectivement, on subit beaucoup de contraintes, puisque dans la colonne de la jambe, on prend le poids de l'ensemble du corps. Et c'est pour ça que cette articulation est soumise à rude épreuve et va pouvoir, dans le temps, s'user. Alors, une prothèse du genou, dans quel cas on pose une prothèse? On pose une prothèse lorsqu'on a une usure qui est très importante, qu'il n'y a plus de cartilage, c'est-à-dire que la surface, cette couche qui recouvre l'os au niveau de l'articulation, n'existe plus. On a un contact os contre os qui va aboutir à une douleur. C'est, je dirais, le symptôme principal pour lequel consulte un patient. De la raideur, souvent, et puis un gonflement et une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on perd de la qualité de vie. Avant la prothèse, on passe tout de suite à la prothèse ou d'abord on va envisager des crèmes, comme vous le disiez, ou alors, je ne sais pas, des anti-inflammatoires, des infiltrations, des antidouleurs, des choses comme ça? Alors, tout dépend du degré d'usure de l'articulation. C'est-à-dire, lorsqu'on voit un patient qui a une usure qui est légère, on ne va pas lui proposer une prothèse. C'est vraiment une indication pour une usure qui est sévère. Donc, les crèmes, peut-être pas, parce que les crèmes, c'est quelque chose qui va aller en surface sur la peau, peut-être un peu sur le muscle, mais qui ne va jamais avoir une action sur l'articulation en elle-même.
On peut avoir un traitement talgique, anti-inflammatoire, on peut préconiser de la rééducation, préconiser un traitement par lubrifiant en injectant par exemple de l'acide hyaluronique, parfois des corticoïdes lorsqu'il y a une inflammation ou des semelles orthopédiques. Mais lorsque l'usure n'est pas très conséquente et qu'on peut espérer récupérer un genou indolore. Est-ce que aussi on essaie de retarder la pose de la prothèse pour la poser le plus tard possible? Parce que si j'ai bien compris, ce qui est compliqué, c'est d'avoir à faire une deuxième intervention beaucoup plus tard, d'avoir à faire une reprise ou une repose de prothèse. Ouais. En règle générale, on considère en théorie que c'est à partir de la soixantaine qu'on va poser une prothèse de genou. En revanche, je pense qu'il vaut mieux réfléchir en considérant l'âge du genou et pas forcément l'âge chronologique du patient. C'est plutôt le degré d'usure de l'articulation qui doit nous amener à la solution thérapeutique. Et parfois, on peut être amené à avoir des patients qui ont 45, 50 ans, moins de 60 ans en tous les cas, avec un genou qui, lui, a une usure qui correspond à une usure naturelle à 60 ou 70 ans. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de sport, par exemple? Ça peut être une activité sportive ou des traumatismes ligamentaires qui ont abouti à ce qu'il y ait une articulation qui soit plus stable avec un jeu qui amène de l'usure. Ça peut être des traumatismes, des accidents, des fractures articulaires qui ont conduit à ce qu'il y ait une déformation de l'articulation et une usure par conséquent. L'opération, on va en parler après, mais avant, les différents types de prothèses. Il y a différentes matières, il y a différentes formes, comment ça se passe, est-ce que les prothèses elles sont faites sur mesure, comment ça se passe, racontez-nous. Ce n'est pas du sur mesure, je dirais que c'est du prêt-à-porter. Prêt-à-porter. On verra après, quand on va s'intéresser à la hanche, oui. qu'eux, ils font du sur mesure. Oui, oui, oui. Voilà. En prothèse de genou, c'est plus du prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on va avoir une gamme avec différentes tailles sur les différents implants, c'est-à-dire les zones qu'on va resurfacer, que ce soit au niveau du fémur, du tibia ou de la rotule, puisqu'on a, sur une prothèse totale en tous les cas, 3 zones à resurfacer. Donc là, on est plus dans une gamme avec différentes tailles, différentes largeurs pour le fémur, et d'autres pièces qui ont des épaisseurs qui vont être également, je dirais, différentes pour s'adapter à la morphologie du patient. Mais là, on parle de prothèse totale, on peut aussi mettre en place une prothèse partielle lorsqu'il y a uniquement une partie de l'articulation qui est usée. Hein, lorsqu'on a par exemple une zone en interne ici entre le fémur et le tibia, et que tout le reste est intact, que la jambe est bien axée, qu'il n'y a pas de problématique de raideur articulaire, on peut simplement remplacer cette petite zone-là par une petite articulation comme celle-ci, qu'on appelle une prothèse unicompartimentale, c'est-à-dire qu'on va venir mettre ici une pièce sur le fémur et une petite pièce sur le tibia. Et donc, on va avoir une petite articulation qui se fait. On va interposer juste une cale entre les deux. L'opération, comment elle se passe? C'est rapide, c'est en ambulatoire, on rentre le soir chez soi, ou c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même? On peut. La tendance est de raccourcir en tous les cas la durée d'hospitalisation. Ça peut aller de l'ambulatoire jusqu'à en moyenne 2-3 jours d'hospitalisation. Tout dépend, je dirais, aussi de l'état de santé du patient, s'il peut rentrer ou pas chez lui le soir même ou le lendemain ou le surlendemain. L'intervention, elle consiste donc à resurfacer, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller couper l'articulation remplacée par un corps étranger, on va aller en surface, retirer ce qui est usé sur le fémur, sur le tibia, sur la rotule lorsqu'il s'agit d'une prothèse totale, et on va remplacer chacune de ces zones. Si je décortique un petit peu, ici. Donc on enlève une petite couche sur le tibia, on met un implant, une petite couronne, une petite couche ici sur le fémur avec un travail pour retrouver l'arrondi. Là aussi, on met une couronne et on a une pièce intermédiaire, comme dans le genou normal. Et sur l'avant, une petite couche aussi sur la rotule. Et là, on est un homme tout neuf. En tous les cas, on a une articulation qui est toute neuve. Ou une femme toute neuve. Et on remarche à partir de combien de temps? Au bout de 3 jours, même, oui, 3 jours, vous êtes venu me faire marcher dans le couloir et vous m'avez dit que le genou était encore plus solide qu'avant. Et je me suis rendu compte effectivement que je pouvais marcher et c'est parti. Et c'est parti. J'avais plus aucune appréhension. Il y a une phase de rééducation quand même ou, Ah oui, Alors, oui. Je suis allée en centre de rééducation fonctionnelle. Pendant entre 6 et 8 semaines, où on a 2 heures de kiné par jour, une heure le matin, une heure l'après-midi, qui est absolument nécessaire. On nous fait remuscler
les muscles du genou, faire des mouvements, apprendre à monter, à descendre des escaliers, à marcher sur des sols plus ou moins durs, enfin plein de... Donc vous vous êtes fait papouiller et vous vous êtes dit, tiens, la rééducation c'est sympa, je me fais faire la deuxième prothèse, je me referai papouiller. Du préventif peut-être, qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'en arriver à une prothèse? On fait attention à son poids peut-être, on fait attention au traumatisme, on fait attention à quoi? Disons que la survenue d'une usure du cartilage, elle est multifactorielle. Il y a une part qu'on ne peut pas contrôler, maîtriser, c'est notre hérédité, la génétique. On a, je dirais, des cartilages qui vont être plus ou moins résistants que d'autres, et des familles où il y a plus d'arthrose que dans d'autres. Donc sur ça, il va y avoir des cofacteurs qui vont être là. Effectivement, le poids peut en faire partie, la forme des jambes, jambes arquées, jambes en X, qui vont porter le poids du corps plus dans une zone. Une posture verticale, hein, c'est voilà. ça. Et puis l'activité qu'on va être amené à faire, qu'elle soit professionnelle ou sportive, tout ça va faire qu'on va décompenser ou pas cette usure et développer de l'arthrose plus ou moins précocement. Eh bien, vous savez quoi? On va se tourner vers la hanche maintenant. Hein, puisqu'on a vu qu'au niveau du genou, tout ça se passait très bien, donc on va regarder ce qui se passe au niveau des hanches. Claude, vous avez, je dis pas votre âge, voilà, vous êtes prof de tai chi, vous avez passé l'âge de la retraite, ça donne une indication, hein, et vous avez commencé à souffrir de la hanche il y a plus d'une dizaine d'années, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 18 ans. Et puis j'ai fait plein de sortes d'arts martiaux, j'ai fait aussi l'escalade, de l'alpinisme, des pratiques assez intenses. Et puis bon, ça m'est arrivé de me blesser, ou des choses comme ça. Et donc j'ai consulté un rhumatologue, parce qu'il était spécialisé dans la médecine sportive. Et puis donc il m'a fait faire des radios, et il m'a dit, écoutez, là vos hanches, vous avez un problème de malformation. C'est congénital, c'est pas de votre faute, mais il faudra vous faire opérer un jour ou l'autre. Il me dit, je serai peut-être plus là, mais il faudra que vous y passiez. Il a été optimiste déjà. Ah non, je serai peut-être plus là. Oui, parce que, bon, enfin bref. Ouais. Et du coup, un jour, j'ai commencé à avoir des sciatiques à répétition, et puis j'ai été le voir à nouveau, et puis il m'a dit, écoutez, là je crois qu'il faudrait penser à vous faire opérer. Et donc il m'a dit, il faut que vous trouviez le chirurgien qui vous convient. Alors, il m'a dit, vous savez, un chirurgien, il ne faut pas qu'il soit trop jeune ni trop vieux. Et alors, du coup, il m'a donné... Un temps de carrière assez court, les gars, les chirurgiens, là, je vous le dis, il faut en profiter. Vous avez un petit créneau de 5 ans où vous êtes à peu près bien. C'est plus que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Hein, donc, il m'a donné les coordonnées du docteur Nogier. Et puis, à l'époque. Ah oui, c'était en 2010. C'était dans le bon âge. En 2010. Maintenant, ça s'est gâté. Et alors, du coup, non, c'était très bien, parce qu'on a refait une là, cette année, super. Et donc, j'ai été le voir, on a discuté, et puis j'ai dit, moi, il faut que je puisse faire tel mouvement, parce que, bon, je donnais des cours de tai chi du matin au soir, et donc ça aussi, je pense que ça... Le tai chi, excusez-moi, c'est un truc doux ou dur? C'est très doux, c'est très doux, mais on travaille beaucoup sur la gymnastique chinoise, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on voit dans les parcs le matin. Ouais. Hein, et donc, par contre, ça fait travailler énormément le bassin, énormément les appuis, hein, les jambes, etc. Et donc, du coup, il y avait une pression de plus en plus grande. Et bon, avec ma malformation, du coup, c'est sûr que c'était douloureux pour moi. Et donc, j'ai été voir le docteur Nogier, je lui ai montré ce que je faisais un petit peu dans mes cours. Et j'ai dit, mais ça, je peux le faire? Oui, il n'y a pas de problème. Après l'opération, on pourrait refaire. Et donc, du coup, j'ai dit, allons-y. Hein. Allons-y. Et première opération. Première opération 2010. Et là, ça se passe bien? Et puis là, ça se passe très bien, je récupère. Bon, il y a une petite douleur au niveau du quadriceps, bon, mais ça s'est remis à vraiment bien. Et puis, au bout de 10 ans, je commençais à boiter, à avoir des sciatiques. Et donc, je me suis dit... Pas sur la même hanche? Non, sur l'autre. Sur l'autre. Ah oui, oui. Et ça, c'est parce que vous avez reporté... Alors, vous avez changé de posture, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être une histoire de compensation, mais je pense aussi une histoire d'usure, tout simplement. Oui. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Claude, c'est les intrications entre des douleurs de hanche et les douleurs du rachis lombaire ou qui sont projetées. Quand on parle de sciatique, quand on parle de cruralgie, on pense à un nerf qui est comprimé dans la colonne, mais souvent ça peut être des douleurs qui masquent une arthrose de la hanche, une usure.
la même façon, l'usure de la hanche peut donner des douleurs à la cuisse ou au genou, voire exclusivement au genou. Et donc la première étape diagnostique est une étape très importante pour éliminer les erreurs diagnostiques et surtout ne pas passer à côté du diagnostic et ne pas intervenir ou mettre en œuvre un traitement avec 5 ou 10 années de retard. On va y revenir au diagnostic, c'est quelque chose d'important. On laisse Claude finir son histoire, parce qu'on en est à épisode 1. Oui. Maintenant, donc l'épisode 2, c'était donc le 13 juillet. On a eu la chance, ça s'est bien goupillé, parce qu'avec le Covid, jusque la veille, je ne savais pas si ça allait marcher. Et puis bon, ça a été, on a pu faire l'opération. Et puis voilà, j'ai refait de la rééducation. Donc je connaissais un petit peu déjà les bases de rééducation. J'ai fait la rééducation avec une kiné à la maison, qui venait me voir tous les 2 jours. Et puis moi, je faisais mes exercices 2, 3, 4 heures par jour, dès que j'ai pu. Parce que pour moi, c'est important de retrouver l'autonomie, la liberté de mouvement. Je suis là-dedans depuis que je suis tout gosse, donc pas pouvoir bouger comme je veux, c'est terrible pour moi. Et du coup, ça s'est bien fait, ça s'est bien mis en place. Et voilà, j'ai même plus de souplesse et une meilleure sensibilité au niveau des appuis. plus de souplesse aujourd'hui avec Ah ouais, bien sûr. Plus d'amplitude, c'est ça? Oui, plus d'amplitude, parce qu'en fait, il y avait, docteur Nogier vous expliquera mieux que moi, il y avait une gêne qui était liée à la tête de fémur, qui n'était pas bien à sa place dans le cotyle du bassin, et donc ce qui a généré de l'usure et de l'arthrose. Et donc maintenant, plus l'arthrose avec la Et donc prothèse. aujourd'hui, c'est formidable, vous faites du sport. Exact. Et vous m'avez dit même que vous vouliez reprendre l'escalade. L'escalade dès que je peux. Mais bon, il est fou. Voilà. Non, il est jeune. Voilà. Vous avez insisté sur quelque chose, Alexis Nogier, qui était très important, c'est le diagnostic. C'est important de ne pas se tromper au départ. Alors, comment on fait le diagnostic? C'est avec de l'imagerie? C'est avec quoi? Alors, l'erreur, c'est de ne le faire que sur l'imagerie et de passer à côté de toute l'écoute et l'examen physique. L'examen, donc, déjà regarder le patient marcher. Un patient qui se plaint d'une douleur inguinale ou une douleur de cuisse, il faut le regarder marcher. L'atteinte de la hanche donne assez précocement une petite boiterie, une perturbation du schéma de marche avec souvent une perte de ce qu'on appelle le pas postérieur. Donc on voit que le bassin est obligé un peu de basculer, ce qui va entraîner des répercussions sur la colonne, donc peut-être des douleurs lombaires. Et puis ensuite, sur table d'examen, il faut examiner les 2 hanches comparativement, tester les mobilités. Certaines mobilités, en particulier en rotation, sont précocement diminuées en cas d'atteinte mécanique de la hanche. Et puis on va quand même faire un examen neurologique complet, vérifier qu'on n'ait pas d'atteinte des nerfs. On va rechercher s'il n'y a pas une hernie inguinale, une sciatique, une lombalgie. Donc il faut que cette consultation soit une consultation très complète avec une phase d'écoute, d'interrogatoire et puis également d'examen. Et on n'oublie pas l'interrogatoire concernant les antécédents familiaux, ça a été dit. Les atteintes cartilagineuses sont souvent plus fréquentes dans certaines familles, un caractère héréditaire qui explique parfois des arthroses assez précoces. Cette checklist et cette consultation très globale, très complète, il faut être spécialiste pour la faire ou les gens passent souvent à côté en fait? Il faut être intéressé, je pense. Il faut aimer faire ça, avoir appris à le faire. Pas forcément besoin d'être un grand spécialiste, mais en tout cas, sans examen clinique et simplement en lisant un compte-rendu de radio fait à la va-vite, on peut passer à côté de diagnostics, ce qui est dommageable pour la personne. Alors la hanche, c'est la plus grosse articulation du corps. J'ai appris ça en préparant l'émission, c'est ça? Alors, c'est surtout la plus profonde, c'est-à-dire qu'elle est entourée de muscles, des muscles très, très imposants, très puissants. Quand on parle du moyen fessier qui nous permet de tenir sur une jambe, à cloche-pied, qui nous permet de marcher, il va tracter à peu près 3 fois le poids du corps pour stabiliser simplement le bassin en position horizontale. Donc tous ces muscles-là rendent très difficile l'examen direct de la hanche et nous invite justement à avoir un examen qui, je dirais, est très complet et très global autour de cette articulation. C'est l'articulation qui est à la racine du membre inférieur et donc on voit tout de suite des intrications avec toutes les pathologies de la colonne vertébrale et toutes les pathologies des membres inférieurs. Quelqu'un qui a de l'arthrose va par exemple avoir des mauvais appuis et peut développer des douleurs dans la chaussure, des douleurs de pied, des choses comme ça. Voilà. Les douleurs de la hanche, vous prononcez souvent le mot arthrose, elles sont le plus fréquemment liées à l'arthrose ou pas?
Oui. Et ou ça peut être lié à autre chose aussi? Principalement, on va dire 90% des douleurs de hanche sont liées à l'arthrose. D'autres douleurs peuvent être liées à, par exemple, des problèmes vasculaires, ce qu'on appelle la nécrose de la tête fémorale, qui est l'équivalent d'un infarctus, mais osseux, la tête fémorale. Et derrière l'arthrose, derrière le terme arthrose qui est un terme générique, il y a quantité de diagnostics qui sont mis. Pendant longtemps, on parlait d'arthrose idiopathique, qui signifie arthrose d'origine mystérieuse. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin dans l'analyse des malformations et on sait diagnostiquer ce qu'a décrit Claude, c'est-à-dire des anomalies de sphéricité de la tête fémorale, les conflits de hanche, les dysplasies, qui sont des insuffisances de couverture, la tête fémorale qui n'est pas assez recouverte par le bassin. Toutes ces petites malformations, qui sont finalement assez fréquentes dans la population, elles vont décompenser en arthrose précoce chez les gens qui sont sportifs et en particulier qui font des sports à risque. Les arts martiaux en font partie. Les facteurs de risque d'arthrose, c'est quoi? On fait attention à quoi? Aux antécédents familiaux? Antécédents familiaux, sport à risque. Et par sport à risque, tout ce qui va comprendre des pivots, des contacts, des mouvements amples, des chocs. Certains sports sont particulièrement à risque, c'est le cas de la danse classique, puisque avec une hanche normale, on n'a quasiment pas de chance de faire une carrière de danseuse. Claude a arrêté la danse. Et Claude a dû arrêter sa carrière à l'opéra. Danseuse. J'étais très pourtant, je vous aimais bien en tutu, Claude. Ah oui, bah ça vaut le coup. Ouais. Les symptômes. Oui, allez-y. Et les microtraumatismes ou les traumatismes sont également des facteurs de risque. Les symptômes, alors, qu'est-ce que c'est? Essentiellement la douleur, qui peut être antérieure au niveau du pli de laine, ou plus latérale, ou voire postérieure à la fesse, et puis qui a tendance à irradier vers la cuisse et le genou. Ensuite, la raideur, elle peut se manifester soit dans le sport, la pratique sportive, par exemple le tai chi fait partie des sports qui nécessitent de grandes amplitudes de hanches, mais également ça peut être simplement monter sur sa moto, ça peut être lors des relations intimes, c'est dans différents... On peut avoir aussi des douleurs dans les jambes, par exemple, mais en fait, ça n'est qu'une conséquence, c'est un problème de hanche. Absolument. Hein, absolument c'est pas forcément la hanche où on a mal, c'est ce qu'on appelle les douleurs projetées. Oui. Et c'est la notion de diagnostic différentiel entre une douleur qui va provenir de la hanche et qui va irradier vers le genou jusqu'au, on va dire, à la cheville, ou alors une douleur sciatique qui, elle, va aller jusqu'au gros orteil, avec aussi la typologie de douleur, une douleur un petit peu de brûlure, une douleur de type brûlure va plutôt être une douleur neurologique, alors qu'une douleur plus de type l'impression d'avoir un étau, un coup de poignard, c'est plutôt une douleur articulaire. Voilà, et quand on a ce type de douleur, bien évidemment, on ne se dit pas que ça va se passer. On espère que ça se passe. On espère. Mais voilà. les pathologies de la hanche sont assez rebelles et difficiles à soigner médicalement. Il nous reste peu de temps, c'était passionnant ce que vous nous avez dit. Montrez-nous vos prothèses de hanche. Alors là, on a une prothèse de hanche non cimentée avec des revêtements de surface sur du titane qui sont propres à l'intégration osseuse et un glissement céramique-céramique. Et de plus en plus, on est amené à mettre des prothèses chez les gens jeunes, sportifs. On est à la recherche d'un résultat anatomique qui soit le plus proche de la perfection. Et donc, on s'intéresse aux implants, on va dire, qui reconstruisent le plus précisément possible l'anatomie. Ici, je vous ai apporté un implant sur mesure où on voit qu'avec l'implant sur mesure, on va vraiment dessiner cet implant pour qu'il s'adapte parfaitement aux patients particuliers qu'on opère. Comment ça marche ça? Vous faites un IRM, un scanner, un truc qui vous permet d'avoir un fichier qui vous permet ensuite de faire une prothèse en 3D, c'est ça? Exactement. Le scanner donne une imagerie très précise de la structure osseuse et on va ensuite, par des repérages anatomiques précis et puis toute une étude des spécifications en termes de résistance des matériaux et de dynamique articulaire, on va dessiner d'une part la partie intra-osseuse qui va s'ancrer dans le fémur et d'autre part ce qu'on appelle le col fémoral qui va restaurer l'équilibre optimal des muscles, c'est-à-dire qu'on a le col fémoral qui aura une certaine longueur, une certaine orientation et puis une certaine angulation et tout ça en 3D on le gère de façon optimum. Ce qui fait que pour un patient on met une prothèse 3D sur mesure et un autre on va lui mettre un prêt-à-porter. Actuellement, je pense qu'on a une période de transition où on considérait encore, il y a quelques années, les prothèses sur mesure comme des implants réservés aux cas extrêmes, des malformations sévères. Et aujourd'hui, il y a un intérêt de plus en plus important de la communauté orthopédique et scientifique pour
implanter ces prothèses chez les gens jeunes, sportifs, pour avoir un meilleur niveau de garantie du résultat. Durée de vie d'une prothèse, 20 ans pour une normale et à vie pour une céramique, c'est ça? Non, il faut parler en termes statistiques. On va dire qu'on est à plus de 95% de durée de vie d'un plan, 15 ans après l'implantation. Voilà. Vous, Claude, sur mesure ou prêt à porter vos prothèses? La deuxième est sur mesure, ouais. Oh là, attention, on monte en gamme. Hein. La première, ça ne se faisait pas encore à l'époque. Je crois il y a 10 ans, vous m'avez dit. Et donc j'ai pris ce qu'il y avait, hein, mais c'était déjà très très bien. Et puis là, la deuxième, sur mesure, c'est vraiment impressionnant quand même. Alors vous, Tariq Al-Aidine, si je me souviens bien, vous faites du genou aujourd'hui, mais vous avez commencé par la hanche, c'est ça? Tout à fait. Une formation de membre inférieur, hanche et genou. Je suis descendu d'un étage. Et voilà, mais c'est passionnant, vous allez peut-être revenir à la hanche, hein, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, écoutez, merci à tous les quatre d'être passés sur le plateau. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'on avance, que l'homme et la femme se réparent de plus en plus, de mieux en mieux, et de voir que vous galopez comme des lapins, que vous allez reprendre l'escalade, c'est super. Et voilà, moi je trébuche, vous voyez, je vais me faire poser une prothèse bientôt. Voilà, je vous remercie tous d'être passés sur le plateau. Merci. Docteur Tariq Al-Aidine, docteur Alexis Nogier, Claudine et vous, Claude. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.